tout dirigeant sérieux et même démagogue sait que il faut donner le pain au peuple. Même Jésus-Christ, le Fils de Dieu, et puisque Paul lui a été un ancien séminariste et fils de catéchiste, connaît le miracle de Cana, où Jésus-Christ a transformé de l'eau en vin, et surtout, où il a multiplié le pain et du poisson. Mais la situation au Cameroun, aujourd'hui, est très grave. Non seulement on ne peut plus manger du poisson, parce que le kilo de maquereau est déjà à 1400 francs, parce que le litre d'huile est parti. L'huile de palme de 750 à plus de 1000 francs, et parce que le carton de thon est passé de 26 000 à 29 500 francs. Le poisson, il faut désormais l'oublier. Mais ce qui est plus choquant, c'est que, au moins, l'un des aliments les plus vulgaires, aujourd'hui n'est plus à la portée de n'importe qui, et est même en train de disparaître. Puisque le pain deviendra désormais une denrée impossible à consommer, ou plutôt il faudrait le commander à Paris, le commander peut-être en Suisse, et seuls ceux qui sont nantis, ceux qui sont dans la macro-bourgeoisie, ceux qui sont dans l'élitisme et qui sont dans la mangeoire, pourront manger du pain. Le groupement des industries minières du Cameroun a annoncé depuis le 9 février qu'il arrêtait ses activités d'importation de blé sur l'ensemble du territoire camerounais. La conséquence de cette décision est gravissime. Cela veut dire que dans les jours qui viennent, le Cameroun ne pourra plus avoir du pain. Vous ne pourrez plus manger vos beignets avec la bouillie. Et comme on utilise le blé pour faire les pâtes alimentaires, vous ne les aurez plus. Aujourd'hui, au Cameroun, le pain de 125 francs est porté disparu. Ou plutôt, le pain de 125 coûte déjà 150 francs. Parce que la loi demande que le pain de 125 pèse au moins 200 grammes. Or, le pain aujourd'hui vaut le poids d'un papillon. Quand vous le prenez, il est gonflé avec de la levure. À l'intérieur, il n'y a plus rien. Rien parce que le blé manque. Et la situation est due au fait que le blé sur le marché international a augmenté. Le Cameroun n'en produit pas, le Cameroun importe. Et pourtant, le Cameroun est capable de produire du blé. Mais entre-temps, la politique agricole mise en place par le gouvernement, où on sait d'abord que le peuple a besoin du manger, eh bien, le gouvernement camerounais n'a jamais voulu anticiper. Gouverner, c'est prévoir. Ça fait des années que le prix du blé ne fait que flamber. Mais le gouvernement camerounais a préféré plutôt organiser des rencontres avec les meuniers pour leur dire que, bon, écoutez, la seule solution que nous avons trouvée, c'est de défiscaliser. C'est-à-dire que vous n'allez plus certainement payer beaucoup de frais de douane, mais sauf qu'à l'étranger, les prix grimpent. La Russie aujourd'hui, qui produit 40% du blé mondial,
impose des taxes à l'exportation. Et sans pour autant oublier qu'il y a eu le Covid. Et ce Covid-là a fait de telle sorte que chaque pays se bloque, se claque mur, vive avec ses réserves. Le Cameroun n'a pas de réserve, Dieu merci. On a quand même réussi à réouvrir les frontières. Le blé manque. Le pain deviendra donc une denrée très rare. Et les conséquences seront désastreuses. Parce que déjà le panier de la ménagère subit les affres d'une pauvreté incroyable et surtout de la cherté de la vie. Avec les salaires de catéchistes au Cameroun, parce que il n'y a pas d'augmentation salariale, mais cependant, les denrées de première nécessité ne font que connaître, s'envoler. Eh bien, le peuple ne pourra pas longtemps supporter. Oui, peut-être ils vont boire de la bière, mais même cette bière devient de plus en plus chère. Même ceux qui croyaient qu'ils pouvaient se réfugier dans l'alcool, ils finiront par voir que leurs soucis vont nager avec eux. Le problème du pain aujourd'hui, ou plus exactement le blé, et aussi ce qu'on peut dire, le manque d'autonomie alimentaire. Un pays qui ne peut pas produire ce qu'il mange est un pays de mort, de crève la faim. Le Cameroun manque-t-il de terre? Le blé se cultive sur des terres tempérées. Et Ahidjo avait voulu expérimenter cela. Sauf que Ahidjo qui voulait l'indépendance du Cameroun, Ahidjo qui envisageait et qui faisait des programmes pour réaliser, atteindre des objectifs, s'était buté à la France. Ahidjo avait déjà le problème de blé. Parce que quand l'indépendance arrive, Ahidjo s'est retrouvé devant un problème de pain. Parce que le Cameroun importait 10 000 tonnes de blé. Et là, ça faisait que comme c'est l'État qui subventionnait, l'État y perdait gravement et les finances publiques ne pouvaient plus supporter cela. Et bien plus, on était parti de 10 000 à 40 000. Et même en 79, presque, en 77 plutôt, le Cameroun importait 40 000 tonnes de blé. Pourquoi est-ce que le blé est venu dans nos habitudes alimentaires? Parce qu'il y avait la guerre contre la France, avec les indépendantistes. Et du coup, certaines zones comme l'Ouest, qui étaient un grenier alimentaire, on ne pouvait plus y accéder. Et du coup, les autorités coloniales avaient dit, on va prendre le blé en France, et ça devient une habitude alimentaire. Parce que, soit dit en passant, les Camerounais, c'était le manioc, c'était le macabo, c'était ceci, tout et tout et tout. C'est vrai qu'il y en a, mais il n'y en a plus suffisamment assez. Et pourquoi? On va y arriver, puisque avant de faire ce live, j'ai publié des photos de ce que Biya était lui-même parti en Inde, avec Soletra. Il s'est endetté à 2 milliards, disant qu'il fallait produire maintenant le manioc à Ebolova, du maïs et tout ce qu'il devait suivre pour que nous ayons la farine de manioc. Cette farine de manioc n'est jamais arrivée parce que les tracteurs Soletra ont été parqués en brousse. Et parce que l'argent des usines a été volé. Et les usines ont été abandonnées. Personne n'est allé en prison. Aujourd'hui, nous subissons justement ces régimes. La malgouvernance, les, c'est ça qui crée aujourd'hui les prémices de la faim.
Parce que je vous annonce la grande famine qui arrive au Cameroun. La grande famine arrive. C'est pour ça que je développe ce sujet. Parce que chaque fois, je préviens. Après, on va dire que je ne suis pas patriote, mais moi, je préviens. Je vous ai dit, prévenir, gouverner, c'est prévoir. Que vous ne soyez pas surpris que quand le pain va manquer au Cameroun, il y aura des émeutes. Mais avant d'y arriver, je vais vous expliquer comment est-ce que Ahidjo s'est retrouvé confronté au problème de blé et que Biyaké, le meilleur ami des Français, aurait pu anticiper et faire que le Cameroun obtienne l'autonomie alimentaire. Parce que quand Ahidjo décide qu'il ne va plus acheter le blé à l'extérieur, qu'est-ce qui va se passer? Il va créer une société qu'on appelle la Sodeblé. Parce qu'Ahidjo avait ce qu'on appelait le plan quinquennal. La Sodeblé s'inscrit donc dans le plan quinquennal qui allait de 1971 à 1976. Parce que au temps d'Ahidjo, on faisait des programmes sur 5 ans. C'est pour ça qu'il y avait eu la Mide Vive, donc c'était des banques alimentaires, il y avait le Fogapé, il y avait le Fonader, bref, il y avait ce qu'on disait des banques alimentaires. Un pays ne peut pas fonctionner sans banque alimentaire. Mais là où Ahidjo sera coincé, c'est que lorsqu'il se décide à faire cultiver le blé au Cameroun, on va lui dire que non, c'est impossible. Ahidjo va s'entêter, il va dire, mais quand il y avait les Allemands, il y avait le blé, que ce soit autour du lac Tchad et même à l'ouest. Et d'ailleurs, le blé pousse dans des coins, dans tout le Noun, le blé pousse à Banganté. On n'a même pas besoin d'engrais pour que le blé y pousse. Mais lorsque Ahidjo veut faire ce champ-là, il sera confronté à la concurrence française. Parce que ce sont les Français qui étaient là pour se beurrer, pour se gaver en envoyant leur blé au Cameroun. Et justement, celui qui était le patron, ou plutôt le fondateur de ce qu'on appelait les grands moulins, qui regroupait tout le lobbying des grands meuniers, dont les producteurs de blé, il était déjà dans le gouvernement de Clémenceau. Donc c'est quelqu'un qui avait un grand réseau en France et qui va dire à De Gaulle que mais nous ne pouvons pas perdre ce marché. Il faut saboter cela. Et la France va donc profiter pour venir aux côtés d'Ahidjo, le déjouer ou saboter plutôt son projet. Sur le plan technique, les Camerounais ne sont pas encore experts pour la production de blé. Et qu'est-ce qu'on doit faire? Eh bien, on conseille à Ahidjo une société qui s'appelle la Somdia. Mais sauf que cette société appartient au Français Villegrand, qui est justement le patron des grands moulins. C'est-à-dire que vous prenez votre ennemi ou bien votre concurrent pour devenir conseiller ou bien technicien de votre usine ou de votre agro-industrie. Parce que c'est de ça qu'il s'agissait. C'est d'ailleurs pour ça qu'Ahidjo avait fait le grand chemin de fer qui devait aller en Gandéré. Donc les Français vont dire à Ahidjo qu'il faut plutôt aller faire l'assaut des blés en Gandéré, sur les plateaux de Gandéré, vers la Damawa et tout et tout. Or là-bas, on a bien un climat semi-aride, il faut des engrais, il faut ceci, il faut cela. Mais on va lui dire que non, c'est parce qu'il y a beaucoup de terre là-bas et puis voilà, ça nous permet ceci et cela. Ahidjo va s'endetter. Non seulement auprès de la France, mais auprès d'Abu Dhabi. 2 milliards. Le projet va revenir
entre le chemin de fer et tous ces investissements à plus de 10 milliards. Et dans le projet, Ahidjo devait être celui qui devait ravitailler toute l'Afrique. Parce que l'usine devait commencer à produire en 1979, ou plutôt les terres devaient commencer à produire en 1979. C'était prévu pour 50 000 tonnes. Et puis les 50 000 tonnes, en 84, ça devait produire 120 000 tonnes. Et du coup, plus ça allait avancer, plus le Cameroun devait devenir le seul grenier de l'Afrique. Et c'est là où les pays voisins devaient venir se ravitailler. La France va voir ça d'un très mauvais œil, en se disant que mais c'est pas possible. Et déjà que, bam, ils ont commencé d'abord à subventionner le blé, là-bas chez eux. Et au lieu seulement de subventionner le blé, même ceux qui étaient dans la pisciculture ou autre chose de l'élevage, ils ont abandonné juste parce que l'État français injectait l'argent dans le blé, en se disant que non, 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 si les Camerounais réussissent à faire leur blé là, on est mort. Voilà donc comment est-ce qu'on va tuer l'usine d'Ahidjo. Voilà comment est-ce que la France va tuer l'assaut des blés. Et pour tuer l'assaut des blés, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent les semences de blé de la France. Alors que nous sommes dans un régime tropical, enfin sous un climat tropical. Normalement, c'est le blé de l'Argentine, du Brésil, qui devait aller pour le Cameroun. On dit à Idioko, non, achète le blé en France. C'est là où c'est bon. Puisque ce sont les ingénieurs français qui sont là. C'est eux qui s'occupent du côté technique. Aïdjo achète jusqu'à 3 avions. Français, 3 avions. On doit semer le blé par avion. Waouh, 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 waouh. Qu'est-ce qui va arriver? Quand ils font ça, non seulement tous les oiseaux d'Afrique s'étaient donné rendez-vous au Cameroun, puisque c'était la mangeoire internationale. C'était le gars, mais c'était le gars-là. Vous jetez le blé comme ça par avion. Les oiseaux disent que oui, Dieu nous a envoyé à manger. Les oiseaux sortaient du Tchad, du Mali, de la Guinée, de la Côte d'Ivoire. Le Cameroun était devenu la salle à manger de tous les oiseaux d'Afrique. Les Français, hein? Quand on rapporte cela à Ahidjo, Ahidjo dit, mais vous ne m'avez pas dit que c'est comme ça que ça allait passer. On dit que non. Bon, maintenant, tu vas prendre les tracteurs. Les tracteurs là, c'est ça qui va faire qu'on couvre les graines. On arrive avec des tracteurs, et puisque la Sodebla avait 400 employés au départ, puis 800, dont les familles s'étaient quand même déplacées pour aller là-bas. Mais ça ne va pas produire. Parce qu'ils prennent le blé d'hiver et le blé d'automne, le blé de la France. Il y a 2 genres, blé d'hiver et blé d'automne. Il y a l'hiver au Cameroun. Il y a l'automne au Cameroun. Voilà comment est-ce que la France a tué l'assaut des blés d'Amadou Ahidjo. Paul Biya est arrivé. Il sait très bien qu'aujourd'hui, tu ne peux pas vivre sans pain. C'est entrer dans nos mœurs, dans nos habitudes. Il sait très bien que le plateau du Noun, il peut bien faire de l'agriculture là-bas. Il sait bien qu'à l'ouest, on peut actuellement, et même au pays Bassa, parce qu'à l'époque, on disait à Ahidjo que tu ne peux pas faire les champs de blé au pays Bassa parce que c'est là-bas où il y a Oumniobé. Mais aujourd'hui, le Cameroun, une superficie de 475 000 km², qui a les terres riches. C'est-à-dire que tu n'as pas besoin d'y mettre du phosphate comme ça exige pour du blé. Tu n'as pas besoin de mettre les engrais. Parce qu'Ahidjo était obligé d'acheter les engrais pour Ngandere à Ouassandé. Ou Ouassandé, je ne sais pas. Mais, Paul Biya arrive là. On lui fait toutes les études de faisabilité. Il regarde comme ça.
Il dit qu'attendez. Il a plutôt préféré fermer la Médévive. Il a fermé le Fogapé. Il a fermé le Fonader. Mais le Fonader, c'était pour le développement rural. Et qu'est-ce qui va se passer en 2008? Profitant de la CAN, comme vous avez vu comment est-ce qu'il faisait là. Le Cameroun se qualifie pour la finale de la CAN contre l'Égypte. Donc Paul Biya revient faire ce même discours de la fête de la jeunesse. Or, il avait déjà fait un premier discours le 31 décembre. Ou pas. Il annonce aux Camerounais qu'il veut changer l'article 6 de la Constitution de 1996, alinéa 2. Donc, article 6, alinéa 2, qui limitait les mandats. C'est lui-même qui a fait qu'on a la Constitution de 7 ans, fois 2, le septennat. Mais après, il dit non, il ne veut plus ça. On doit enlever le boulon des mandats. Et le pire, c'est que en 2008, justement pendant qu'il veut surfer sur le succès des Lions à la CAN, comme il a fait là le grand discours. Le discours de 2008, c'est exactement ça qu'il vous a repris. Il parlait de la CAN, des sportifs qui ont réussi, et n'écoutez pas ceci et cela, c'est voilà la jeunesse et tout et tout et tout. Les Lions, il avait surfé sur ça. Mais malheureusement, il va se heurter à une autre chose. C'est là où, sachant que le peuple était dans la souffrance et qu'il avait dit que nous sommes au bout du tunnel, on croyait que les choses allaient changer. Mais rien. On s'était rendu compte que juste après la victoire, quand les Lions se qualifient à la finale, le lendemain, pendant que les Camerounais, les jeunes étaient dans les rues pour chanter, wow, 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 on a gagné, on a fait ceci et cela. Paul lui a augmenté le carburant, le prix du carburant de 8 francs. Et après cela, c'était l'huile, le poisson, du riz et du pain, exactement comme aujourd'hui. C'est là où les syndicats disent, mais c'est quelle histoire ça? On arrive à la pompe, on voit que les prix ont augmenté sans même qu'on nous dise. En 2008, ce que vous voyez aujourd'hui, c'est exactement ça que Paul Biya a fait. C'est-à-dire que l'assiette fiscale était terrible. On prélevait les Camerounais partout. Et chaque fois, et sur les denrées alimentaires, la vie était chère. Le régime était tout simplement là. Pendant qu'ils volent, eux, ils viennent prendre tout ce que le petit bas peuple pouvait avoir. C'est ainsi que les syndicats avaient donc lancé ce qu'on appelle l'avis de grève, le préavis de grève. Et ça devait être le 21 février 2008. Ce jour-là, justement, au Carrefour Madagascar, il y avait un meeting tenu par le grand combattant du SDF, qui malheureusement, pendant qu'il y était, eh bien, l'armée camerounaise va arriver, va tirer en disant qu'il n'y avait pas, c'était pas autorisé, et tout ça. Il y aura 2 morts. Les émeutes commencent à Douala. Les jeunes commencent à aller piller non seulement les stations d'essence, mais aussi les magasins pour trouver ne serait-ce que du riz ou à manger. Voilà comment les émeutes de la faim ont véritablement commencé le 23 février 2008 jusqu'au 29 février 2008. Le Cameroun était à feu et à sang.
Et d'ailleurs, beaucoup de jeunes s'étaient retrouvés au pont du Vouri. Et Paul Biya avait appelé des renforts de la France. Les hélicoptères Puma. C'est eux qui sont venus pour tirer. Et des bombes et des ceci et cela. Comme exactement dans les années 58. C'est la France qui est venue. Pour pont de crédit, les jeunes étaient obligés de plonger pour s'enfuir. 14 sont morts noyés ce jour-là. Les émeutes de la faim ne s'étaient pas arrêtées là, puisque Bafoussam avait pris, Limbe avait pris, Bamenda avait pris, Boué avait pris, et d'autres villes. Bafoussam partout jusqu'à Djombe Penja. Et même à Yaoundé, puisque le commissariat de Tchinga avait été incendié. Et d'autres trucs, les mairies, c'était grave. Les émeutes de la faim au Cameroun. Selon les chiffres officiels, il y avait eu 1500 arrestations et 40 morts. Mais selon les organisations de la défense des droits de l'homme, ils avaient eu plus de 179 morts, plus de 3000 arrestations et des saccages partout. Paul Biya avait fait un discours le 27 février, comme d'habitude, pour accuser les apprentis sorciers, les gens qui, et la diaspora est telle, et les gens qui induisent les jeunes en erreur et tout et tout. Les mêmes discours qu'aujourd'hui. C'est après qu'ils avaient décidé de réduire le pétrole à de 5 francs CFA avec les syndicats. Je rappelle cela parce que nous nous retrouvons sur le même chemin. Les mêmes causes produisent les mêmes effets. En 2008, le peuple sortait d'une canne où tout le monde dansait. En 2008, Paul Biya nous vantait son modèle. En 2008, les membres du gouvernement volaient comme ils volent maintenant. En 2008, le prix du pain avait augmenté. Le pain n'était plus à la portée de n'importe qui. En 2008, le pouvoir d'achat était réduit comme peau de chagrin et il y avait une inflation hors de prix. En 2008, le peuple était essoufflé, étouffé. En 2008, le peuple s'est révolté. Qu'est-ce qui va se passer? Puisqu'il n'y a donc plus de pain, et puisque dans les semaines qui viennent, ce sera encore très difficile, et puisque dans les semaines qui viennent, l'État du Cameroun va encore bien vous poncer parce qu'il n'y a pas d'argent, eh bien, soit vous allez vous révolter pour que ce régime recule, soit vous allez mourir affamé. Vous allez demander à la diaspora de vous nourrir, vous allez mendier partout, mais à une certaine période, vous verrez que vos activités ne pourraient plus marcher. Vous verrez que l'État du Cameroun est obligé que lorsque on prend du poisson à l'étranger, lorsqu'on prend de la nourriture à l'étranger, d'élargir son assiette fiscale, donc d'imposer. Et du coup, les commerçants, eux aussi, ils viendront imposer. Et ce n'est pas le ministre du Commerce, Agouara Tanga, qui viendra dire aux gens que ne vendez pas ceci et cela, parce que vous serez obligé d'acheter. Et quand il n'y aura plus de l'argent, il y aura des braquages. Et c'est comme ça que la guerre civile commence. Quand on ne peut plus manger,
on va voler chez le voisin, on va l'attraper. Les braquages vont se multiplier. Il y aura une insécurité hors norme. Voilà là où Paul Biya nous a conduits. Voilà là où le Cameroun, pays qu'il a trouvé en autosuffisance alimentaire, c'est le Cameroun qui ravitaillait. La Guinée équatoriale, le Gabon et partout. Voilà ce Cameroun qui n'a plus à manger. Voilà un pays que Paul Biya a trouvé comme un pays à revenu intermédiaire, mais qui est devenu aujourd'hui un pays pauvre et très endetté. 40 ans après, a-t-on avancé? Non. On n'a fait que reculer. La seule chose où on a avancé, c'est dans l'ultra-sécurité, ou alors nous sommes devenus un pays où les libertés sont bafouées, piétinées, un pays où dès que vous voulez parler, on préfère vous envoyer le pire des voyous. C'est des crapules aujourd'hui qui dirigent notre pays. C'est les plus grands bandits aujourd'hui qui parlent fort devant la nation. Et c'est eux également qui font que la crise anglophone ne finisse pas. Parce que derrière ça, ils volent. Ils prennent les derniers deniers publics. Ils raclent tout ce qu'ils peuvent avoir dans les caisses de l'État. Dans les trafics d'armes, dans les trafics, dans les kidnappings, dans ceci, dans cela. Ils sont là. Ils s'abreuvent du sang des Camerounais, des sangs des jeunes. C'est eux qui veulent que la guerre ne finisse pas. La guerre anglophone est une guerre où on sacrifie la jeunesse. La guerre anglophone est une guerre qui profite aux crapules du gouvernement et surtout aux plus grands assassins de l'armée. Mais, comme je vous le disais, la pire des guerres, ce sera la guerre de la faim, les émeutes de la faim.